Après la Seconde Guerre mondiale, comme les armes devenaient de plus en plus puissantes, les mitraillettes tiraient de plus en plus loin, les missiles pouvaient frapper de plus en plus loin, et bah c'était de plus en plus difficile de toucher sa cible avec précision. Donc pour pouvoir calculer la trajectoire d'un projectile, il faut calculer énormément de paramètres. Il faut prendre en compte sa vitesse, le vent, la gravité, la force de Coriolis, même parfois le mouvement de la Terre. Donc pour subvenir à ce besoin de calcul, on avait des personnes dont le travail était d'être calculateur, le computer en anglais, et leur travail c'était de simplement faire des calculs toute la journée. Et donc on avait des rangées et des rangées avec des centaines, des milliers de personnes dont leur travail, leur nom de poste, c'était computer, les gens qui computent, les gens qui calculent. Dans la population, il y a beaucoup moins d'hommes pour pouvoir faire ces calculs, et donc l'écrasante majorité des personnes qui calculent, ce sont des femmes. Donc ça veut dire que le mot computer, ordinateur en français, à la base il désignait les personnes, les femmes qui faisaient des calculs, et donc comme il y a ce besoin de pouvoir calculer, on commence à essayer de trouver des techniques pour pouvoir calculer un petit peu plus vite, et donc on a plein de sortes de calculatrices à l'époque, des calculatrices mécaniques, des calculatrices analogiques, qui permettent de faire certains calculs un petit peu plus rapidement. Mais forcément, comme c'est des objets mécaniques avec des engrenages, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais bon, ça aide à faire quelques petits calculs un petit peu plus rapidement. Et donc justement, l'armée américaine, ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu dans la sauce, parce que c'est le début de la guerre froide, et ils voient bien que les soviets, ils ont beaucoup plus de tanks, beaucoup plus d'avions, et surtout beaucoup plus de soldats. Donc la seule chose qu'il leur reste, c'est de se dire bon, nous on va aller all-in dans la technologie. Parce que s'il y a une guerre contre les soviets, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et donc ils commencent à investir en masse dans la technologie. Et c'est dans la fin des années 40 qu'on invente le premier transistor. Ces premiers transistors, c'est des transistors à tubes que certains utilisent encore aujourd'hui dans les équipements audio très haut de gamme pour avoir un son sublime ou je sais pas quoi. Mais à la base, c'est effectivement très utile pour les applications audio. Parce que ça permet de mettre un signal en entrée qui est très faible et d'avoir un signal en sortie qui est exactement le même mais amplifié, plus fort. Et donc c'est très utile pour pouvoir amplifier les signaux du téléphone à longue distance, des radios, etc. Telephone engineers hooked together 500 vacuum tubes to generate enough radio power to send the human voice across the Atlantic for the first time in history. Et au bout d'un certain temps, on commence à se rendre compte que si on connecte plusieurs transistors les uns avec les autres, on peut faire ce qu'on appelle des portes logiques, comme et, ou non. Et avec ces portes logiques, on peut faire des calculs binaires, des additions, des soustractions, des divisions. Et si on peut faire ça, on peut faire n'importe quel calcul. Il suffit juste d'avoir assez de transistors. Et c'est donc en 1945 qu'on a le premier ordinateur programmable. Ça veut dire qu'on peut le reprogrammer pour pouvoir faire n'importe quel type d'opération, qui s'appelle l'ENIAC. Et l'ENIAC, c'est un ordinateur, mais pas du tout comme ceux qu'on a aujourd'hui. L'ordinateur, il pèse 27 tonnes. Il prend la taille d'un bâtiment de 170 mètres carrés. Il contient 18 000 transistors. Il est capable de faire 5000 additions par seconde, ou alors 40 divisions par seconde, ou alors 3 racines carrées par seconde. Et il fonctionne seulement la moitié du temps. Et pourquoi la moitié du temps? Parce qu'en fait, chaque transistor, ils sont fabriqués à la main. Et c'est des transistors, ils ont besoin d'être chauffés, c'est des tubes sous vide, ils sont fragiles, ils sont vraiment pas fiables. Et pour que l'ordinateur fonctionne, il faut que les 18 000 transistors, ils fonctionnent en même temps. Et forcément, comme ils sont pas fiables du tout, il y a toujours des transistors qui pètent à droite à gauche. Et donc on passe la moitié du temps à réparer l'ordinateur, réparer les transistors à droite à gauche. Et comme c'est le premier ordinateur qui est programmable, il faut le programmer. Sauf que on n'avait pas de programmeur. C'est la première fois qu'on peut programmer un ordinateur. Donc c'est là qu'on va faire appel aux fameux computers, les calculatrices, parce que c'est les seuls qui ont un peu l'habitude de dealer avec ça. Parce qu'à l'époque, on se dit bon, les hommes ils vont faire le truc sérieux, le hardware, on va vraiment designer l'agencement des transistors dans l'ordinateur, et puis le reste, le software, le reste, on laissera les femmes faire ça. Et donc les 5 premières programmeurs sont en fait des programmeuses qui étaient des anciennes calculatrices et qui ont dû comprendre le fonctionnement exact de l'ordinateur pour pouvoir le programmer, pour pouvoir faire les calculs qu'il y avait besoin. Les ordinateurs de l'époque, ils étaient tellement gros et balèzes que le premier bug informatique qui a été trouvé, c'était littéralement un bug, un insecte en français. Il y avait une mythe qui se baladait dans les transistors et donc en investiguant pour pouvoir trouver le problème, c'est là qu'on a compris qu'il y avait un insecte qui avait fait griller des circuits. Et donc le terme bug informatique, ça va vraiment du fait qu'on a trouvé un vrai bug, un insecte dans l'ordinateur qui avait fait griller les transistors. Donc là, les États-Unis, bon, ils ont un gros ordinateur, ils peuvent faire des calculs, c'est cool, mais comme t'as compris, c'est vraiment pas fiable, le truc marche la moitié du temps, et c'est pas non plus voilà les calculs. Plus de ça, si un avion il veut lancer une bombe quelque part, faut qu'il donne ses coordonnées par radio, qu'on envoie, qu'on fasse le calcul, qu'on envoie, c'est vraiment, c'est pas top. Donc il y a toujours besoin de beaucoup plus de puissance, c'est toujours pas assez. Donc peu de temps après, en 1947, on a 3 chercheurs, monsieur Bardeen, monsieur Brattain et monsieur William Shockley, dans les laboratoires Bell Labs, qui inventent
un tout nouveau type de transistor qui n'a rien à voir avec les transistors à tube, etc. C'est un transistor qui utilise ce qu'on appelle des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est des métaux qui parfois conduisent l'électricité, parfois ils conduisent pas. Et on peut contrôler le fait qu'ils conduisent ou non l'électricité avec de l'électricité. Ça permet de faire une sorte d'interrupteur qu'on peut contrôler électroniquement. Et ce nouveau type de transistor, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, beaucoup moins fragile que les transistors à tube. Et il est aussi beaucoup moins cher. Mais ils vont quand même être utilisés jusqu'en 1959, où Mohamed Attallah et Dawon Kang, à Bell Labs encore, ils ont tout inventé là-bas, avec le laser, les modems, Linux, tout. Ils améliorent encore ce concept de nouveau transistor en utilisant un nouveau matériau semi-conducteur qui est le silicium. Et donc ce fameux transistor en silicium, qui a révolutionné toute l'électronique, c'est de là que vient la Silicon Valley, qui est en Californie. Parce que c'est là qu'il y avait toutes les premières entreprises qui recherchaient et qui fabriquaient les tout premiers transistors. Donc maintenant, les transistors, ils sont super fiables, ils sont super rapides, ils chauffent pas, ils consomment 10 fois moins, c'est nickel. Mais il reste encore un gros problème. Quand on a besoin de faire quelque chose de compliqué, on a besoin de beaucoup de transistors, et tous les transistors, ils doivent fonctionner. Donc si je fais une machine qui a 100 000 transistors, il faut que les 100 000, ils fonctionnent parfaitement. Donc ça veut dire que le taux de fiabilité des transistors, il faut qu'il soit énorme. Si j'ai 1% de défaut dans ma fabrication de transistors, c'est mort. C'est trop. Et à ce moment-là, les transistors sont toujours fabriqués à la main. Donc forcément, même si c'est beaucoup plus fiable que les transistors à tube, c'est pas encore assez pour pouvoir vraiment être à l'échelle et être utilisé dans plein d'appareils différents. Et donc dans le début des années 50, il y a un chercheur qui se balade dans son laboratoire, et puis il voit un microscope, et là il a une idée. Il se dit, mais attends, en fait, le microscope, ça sert à faire en sorte que des choses qui sont toutes petites, on puisse les voir en très grand. Donc est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour pouvoir avoir des choses qui sont très grandes et les rendre toutes petites? Et donc ils prennent une énorme lampe, ils prennent un microscope, ils le retournent, donc ça fait que dans la lumière qui rentre dans la lentille inversée, eh ben elle va ressortir en tout petit en dessous du microscope. Ils vont prendre un bloc de silicium, mettre en dessous, rajouter les mêmes composants que pour pouvoir développer des photos, des composants qui sont sensibles à la lumière. Ensuite on peut prendre un gros schéma d'un transistor qu'on met entre le microscope et la lumière, et on projette cette grosse image du transistor en tout petit sur le silicium. Et en répétant cette étape plusieurs fois, on peut en quelque sorte graver en microscopique un transistor dans un bloc de silicium. Et cette invention, elle change tout. Parce que premièrement, on va être capable de faire des transistors qui sont beaucoup plus petits. Et comme ils sont plus petits, ils consomment beaucoup moins. Et surtout, on peut en mettre beaucoup plus dans un même endroit. Et donc faire des calculs de plus en plus compliqués. En plus de ça, cette technique, elle enlève la plupart des étapes qui devaient être faites à la main. Et donc on a énormément plus de transistors dans le même endroit. Et ils sont énormément plus fiables que ce qu'on avait avant. Et c'est ça la clé qui a permis aux transistors de ne plus seulement être utilisés par la NASA, l'armée américaine et les opérateurs téléphoniques, mais d'être miniaturisés dans des puces avec plein de transistors pour être utilisés dans plein d'appareils pour les consommateurs. Des radios, des télévisions, des calculatrices. Et donc le prix des transistors s'écroule. Et pour vous donner une idée, un transistor à tube, ça coûtait une centaine de dollars, des dollars de 1950, ce qui vaut beaucoup plus aujourd'hui, alors que les transistors au silicium coûtent une fraction de centime. Et petit à petit, on va améliorer toutes ces techniques, et à chaque fois, on va être capable d'imprimer les transistors de plus en plus petits, et donc d'avoir des puces qui sont de plus en plus puissantes. Il y a un mec qui va d'ailleurs remarquer cet effet-là. Ce mec, c'est Gordon Moore, qui a fait la fameuse loi de Moore. Donc évidemment, c'est pas une loi physique, c'est juste qu'il a remarqué qu'à peu près tous les 2 ans, la taille des transistors était divisée par 2. Et au moment où il a dit ça, en 1965, d'après lui, ça allait être valide pendant facile encore 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on est 60 ans plus tard, et cette loi est encore valide. Ce qui est amusant, c'est qu'au fil du temps, il y a plein de personnes qui ont annoncé en grande pompe que ça y est, c'est fini, la loi de Moore est morte, on a atteint les limites physiques, c'est impossible d'aller plus loin. En fait, la plupart des gens qui disent ça, en particulier ceux qui sont vraiment des ingénieurs qui essayent de repousser les limites tout le temps, souvent ils sont confrontés effectivement aux limites de la technologie actuelle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, on arrive soit à changer de technologie ou à trouver des astuces pour pouvoir imprimer des transistors encore plus petits et avoir encore plus de performance. Par exemple, une des limites à laquelle on est confronté, c'est la lumière qu'on utilise pour pouvoir fabriquer les processeurs qu'on fait aujourd'hui. Sa longueur d'onde, elle est autour de 200 nanomètres. Pourtant, on arrive à imprimer des détails sur les transistors qui sont dans les 7 nanomètres, 8 nanomètres, largement en dessous de la longueur d'onde de la lumière, ce qui normalement devrait être impossible. Et une astuce qu'on a trouvée, si par exemple on veut imprimer une croix, au lieu d'avoir un masque en forme de croix, on va avoir un masque avec une forme vraiment bizarre, mais on va être capable de calculer comment la lumière va faire des interférences avec elle-même pour pouvoir imprimer des détails qui sont beaucoup plus petits que la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise. Et pour pouvoir imprimer encore en plus petit, les principaux fabricants de puces, ils sont passés l'année dernière à une lumière qui est encore plus loin dans le spectre ultraviolet, donc avec une encore plus petite
longueur d'onde qui est autour de 10 nanomètres. Donc maintenant, ça a tout simplifié le process. On peut simplement imprimer une croix avec un masque en forme de croix. Mais on a toujours cette astuce pour pouvoir imprimer encore largement plus petit. Donc dans les années 60, les puces commencent à devenir de plus en plus puissantes avec de plus en plus de transistors. Mais on n'a toujours pas d'ordinateur. Les puces sont toujours spécifiques aux besoins qu'on en a. On a une puce qui sert à calculer dans les calculettes, on a une puce qui sert à calculer les trajectoires dans les missiles, et on a une puce qui sert à afficher des images dans les télévisions. Parce qu'en fait, la fonction qu'on a besoin de faire avec ces puces, elle est vraiment faite par l'agencement des transistors, la manière dont on les connecte les uns entre les autres, pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire. Et ça, c'est dû au fait que, en fait, on a très peu de mémoire. Parce qu'à cette époque-là, pour pouvoir enregistrer tous les chiffres qu'on a besoin pour faire nos calculs, et ben on les enregistre dans ce qu'on appelle des Magnetic Memory Core. En français, on dirait corps magnétique. Et c'est en fait des petits anneaux magnétiques dans lesquels on va mettre un fil de cuivre et on va les magnétiser ou les démagnétiser. Ensuite, on peut regarder les anneaux un par un pour savoir si est-ce qu'il est magnétisé ou pas. Et si magnétisé correspond à un 1 binaire et démagnétisé correspond à un 0 binaire, et ben on est capable de stocker un bit d'information, 0 ou 1, dans chacun des anneaux. Donc évidemment, on essaye de faire la même chose avec ces anneaux, on essaye de les faire de plus en plus petits pour pouvoir stocker de plus en plus d'informations dans un espace le plus petit possible. Sauf qu'il y a un moment où on arrive à une limite. Il faut avoir des mains toutes petites, délicates, pour pouvoir fabriquer ces anneaux qui sont vraiment tout petits, qui font la taille d'un grain de riz, c'est vraiment super délicat. Et comme c'est fait à la main, il faut aussi que ça soit extrêmement fiable. Pour vous donner un exemple, la mémoire qui était dans la fusée Saturn V, qui a permis d'aller dans la Lune, elle avait 8000 de ces petits anneaux de mémoire qui étaient faits un par un à la main. Et encore une fois, la plupart des gens qui devaient fabriquer ces petits anneaux minutieusement et s'assurer que les 8000 fonctionnent bel et bien, et bah c'était encore des femmes. Et cela revient à notre fameux Gordon Moore de la loi de Moore. Lui, il avait vraiment du nez, parce qu'en 1968, il fonde avec son pote Robert Noyce une entreprise pour pouvoir faire de la mémoire, mais avec des transistors. Parce que les transistors, c'est aussi simplement des interrupteurs. Donc on peut facilement stocker un 1 ou un 0 en fonction de si on le laisse ouvert ou fermé. Et donc c'est les premiers à fabriquer de la mémoire RAM sous forme de puce, qui est encore une fois beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, beaucoup moins cher que les anciens corps de mémoire en magnétique. Et cette entreprise s'appellera Intel, qui est le Intel qu'on connaît aujourd'hui. Mais à cette époque, les processeurs n'existaient pas et ils ont commencé en inventant la mémoire RAM. Et donc c'est un carton. Et c'est tellement un carton que les Japonais, qui étaient en train de reconstruire leur économie en vendant plein de gadgets électroniques au monde entier, ils se disent mais nous on devrait faire la même chose. Nos employés ils nous coûtent beaucoup moins cher, ils bossent beaucoup plus dur, ils sont beaucoup plus méticuleux. Les Américains, on va les fumer. Et rapidement, en quelques années, tout le marché de la mémoire RAM, qui était fabriqué principalement par les Américains, devient fabriqué principalement par les Japonais, puis les Coréens. Et donc Intel, ils se sont fait un petit peu couper l'herbe sur le pied, donc il faut qu'ils aient une nouvelle idée. Mais Gordon Moore, il est toujours dans les bons tuyaux. Et il se dit, ok, mais maintenant qu'on commence à avoir beaucoup de mémoire, ça change tout. Lui, il pense qu'il pourrait être capable de faire une puce qui serait générique et qui marcherait pour n'importe quel type d'application. Parce qu'au lieu de faire en sorte que ce soit le hardware, que ce soit les transistors qui soient mis dans un certain ordre pour faire un certain type d'opération, on pourrait faire une puce qui est capable de faire un petit peu toutes les opérations et après utiliser le software, le logiciel qu'on enregistrait dans la mémoire pour pouvoir faire les opérations qu'on a besoin. Et de cette manière, on pourrait utiliser autant de programmes qu'on veut en utilisant la même puce. Et au début, personne n'y croit. Les gens, ils sont encore dans l'ancienne mentalité, ils se disent qu'est-ce que tu racontes, la mémoire, on n'en a pas beaucoup, on pourra jamais mettre tout un programme aussi compliqué dans la mémoire, on n'a rien. Et donc c'est en 1971 que Intel sort le premier microprocesseur, le Intel 4004, qui est la première puce générique qu'on est capable de programmer et de lui faire faire ce qu'on veut. Et donc Intel, puis ensuite d'autres entreprises, on continue petit à petit à améliorer les processeurs, réduire la taille des transistors pour les rendre de plus en plus petits. En parallèle, la Silicon Valley a un petit peu abandonné le hardware, la fabrication des puces, des transistors, pour se concentrer sur le software, sur le logiciel, et devenir la Silicon Valley qu'on connaît aujourd'hui. Et donc dans le futur, comme je vous ai dit, la loi de Moore, elle n'est pas encore tout à fait morte. On a encore une bonne marge. Il va toujours d'avoir des gens qui disent que ça y est, c'est fini, on s'est approché de la limite, on est à la taille de l'atome, on peut plus aller plus petit. En fait, même manipuler des atomes individuels, on sait le faire. Intel a même fait un dessin animé avec des atomes, juste pour pouvoir montrer qu'ils sont capables de placer et déplacer des atomes sur une plaque. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer des détails sur les transistors qui sont de 5 nanomètres et même 3 nanomètres, alors que la taille d'un atome, c'est un dixième de nanomètre, donc on a encore une bonne marge pour pouvoir continuer. Mais
c'est sûr que un jour ou l'autre, on va y arriver et on pourra plus le réduire. Donc pour pouvoir continuer, il y a plusieurs différentes technologies qui semblent prometteuses, et peut-être que dans le futur, on pourrait reprendre des anciens types de transistors. Par exemple, les transistors à tube, malgré tous leurs inconvénients, un des avantages qu'ils avaient, c'est qu'ils pouvaient changer d'état beaucoup plus rapidement que les transistors actuels qu'on a. Donc il reste tous les problèmes de comment est-ce qu'on pourrait les miniaturiser, les rendre beaucoup plus fiables, etc. Probablement qu'on les utiliserait juste dans certains cas très particuliers, pas forcément pour remplacer tous les autres transistors, mais peut-être que ça pourrait être une voie pour pouvoir dépasser un petit peu la limite de fréquence qu'on a actuellement, parce que si vous regardez dans les 10 dernières années, on tourne autour des 2, 3, 4 GHz, on n'a pas vraiment fait des gros bons en fréquence, comme c'était le cas avant. Tout simplement parce que les transistors qu'on a maintenant, ils peuvent pas changer d'état beaucoup plus vite que ça. Une autre technologie qui pourrait faire son retour, ça serait les ordinateurs analogiques. Au début de l'informatique, ils ont évolué un petit peu en parallèle des ordinateurs digitaux, mais le problème, c'est que, comme ils sont analogiques, le résultat qu'ils produisent est pas aussi fiable que les ordinateurs digitaux, parce que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, le résultat qu'ils donnent, il est toujours exact. C'est-à-dire que si on prend le chiffre 100, c'est le chiffre 100 exactement. C'est pas 100,001 ou quelque chose comme ça. Et c'est ça le problème un petit peu des ordinateurs électroniques analogiques. Les valeurs qu'on va pouvoir mettre et qui vont sortir des systèmes analogiques, ils sont approximatifs. Et au départ, c'est peut-être pas très grave, mais quand on fait des calculs compliqués, ces approximations, elles s'agrandissent, ce qui fait que le résultat qu'on a au final, il a rien à voir avec le vrai résultat qu'on devrait avoir. Mais ils ont quand même un très gros avantage par rapport aux ordinateurs avec des transistors, c'est qu'ils sont capables de faire certaines opérations beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement que les ordinateurs à transistors. Par exemple, si on veut être capable de faire une multiplication avec des transistors, ça prend des dizaines, des centaines de transistors. Alors qu'avec des ordinateurs analogiques, on a besoin de très peu de composants. Et donc il y a certaines entreprises qui revisitent cette technologie et qui les mélangent avec des transistors digitaux pour pouvoir faire des puces qui permettent de faire des calculs de manière beaucoup plus efficace qu'avec simplement des transistors. Un tout autre type de technologie qu'on pourra utiliser pour pouvoir aller encore plus loin dans l'informatique, ce serait ce qu'on appelle les photonics. C'est-à-dire, à la place d'utiliser des électrons, utiliser de la lumière, parce que la vitesse de la lumière est beaucoup plus élevée que la vitesse des électrons qui passent dans un câble. Et on l'utilise déjà principalement pour pouvoir transférer des données dans un câble. Si vous avez la fibre chez vous, c'est ça, on fait passer de la lumière dans le câble. À la place de transistors comme interrupteurs, on utilise des miroirs pour pouvoir transférer ou non un signal lumineux. L'avantage, c'est que comme on reste dans le concept des interrupteurs, 1, 0, de la lumière ou pas de lumière, on peut regarder tout ce qu'on a déjà construit aujourd'hui, tous les types d'applications, etc., la manière de penser pour ces ordinateurs qui fonctionneraient avec de la photonique. Pour aller encore plus loin dans le futur, on a évidemment les ordinateurs quantiques, qui là fonctionnent complètement différemment, ça n'a aucune relation avec les ordinateurs digitaux. Ça nous permettrait de faire des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on est capable de faire avec des ordinateurs actuels. Par contre, on est vraiment encore au tout début. On est encore à l'étape de se demander si les ordinateurs quantiques qu'on a construits, ils fonctionnent ou pas. On est encore pas sûr à 100%. Et pareil, ces ordinateurs, ils prennent des pièces entières. Ils doivent fonctionner avec des températures proches du zéro absolu. On est très loin encore d'avoir un smartphone avec un processeur quantique dedans. Pour conclure, je trouve que c'est intéressant de voir que l'informatique, c'est aujourd'hui un domaine qui est principalement masculin, alors que les premiers ordinateurs étaient des femmes, les premiers programmeurs étaient des programmeuses, et les seules personnes qui étaient capables de fabriquer la mémoire étaient des anciennes couturières. Si tu kiffes les histoires de personnes tech, je te recommande cette playlist où je te parle de tous les plus gros cracks qui ont tous à leur manière révolutionné le monde de l'informatique.